Mon Dieu, que notre civilisation inspire le monde. Hier, j'ai vu sur une chaîne française par hasard qui s'appelle RMC Découverte une séquence de quelques heures dédiée aux découvertes des tombeaux et des vestiges égyptiens avec une super étude et un suivi continu. Ça se passe toutes les semaines. Donc, parmi cette identité culturelle égyptienne, je veux dire ancestrale et ancrée dans la civilisation du monde, il y a bien entendu Luxor, le Karnak, qui sont les figures emblématiques de l'histoire de l'Égypte et du monde. Alors, bien entendu, la rénovation, le président Fattah al-Sisi avait donc insisté à ce qu'il y ait un travail qui soit fait pour promouvoir le tourisme, mais pour mettre en valeur, ces sites qui sont en première position par rapport au palmarès mondial du tourisme. Entre autres, aujourd'hui, je dois dire que 80% ont été achevés d'un projet extraordinaire sur lequel justement on va parler aujourd'hui, c'est la mémoire visuelle. Mémoire visuelle, identité visuelle, c'est le projet qui regroupe les vestiges pharaoniques les plus importants à Luxor, Karnak, le musée bien sûr Karnak, Luxor, mais aussi qui comprennent un certain nombre de gares et un certain nombre aussi de places. C'est une transformation, c'est une métamorphose. Mettre l'Égypte comme étant un musée sous le ciel. Pour parler de cette initiative magnifique, on a le plaisir d'avoir Monsieur Antoine Bordedi, qui est notre expert touristique. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Ça va, très bien, merci. Merci de vous joindre à nous sur la TV internationale. Bien entendu, quand on parle d'identité visuelle, c'est un projet qui incarne quel esprit? Ça incarne un esprit, effectivement, de l'identité de la ville de Luxor, comme vous venez de dire. Luxor, c'est très exceptionnel comme ville, c'est très spécial, avec tous les monuments qu'il y a entre sa rive est et ouest. Et c'est vraiment une ville au-dessus de l'ancienne ville de Thèbes, qui a existé il y a des millénaires. Donc partout, il y a des monuments, il y a le temple de Luxor qui est en plein ville, il y a Karnak qui est à la proximité. Maintenant, quand on a dégagé l'allée des Sphinx et qui passe au milieu de la ville, donc effectivement, il faut qu'aussi tout l'entourage qu'il y a autour et tout l'environnement soit compatible. Et puis, Luxor, elle a un autre aspect très important, c'est que c'est une ville qui avait quand même un certain aspect, une certaine identité au XIXe siècle. Au début du XXe siècle, dans les dernières dizaines d'années, il y a eu quand même beaucoup de déformations, beaucoup d'urbains sauvages. Donc, il était sujet depuis déjà une vingtaine d'années de revoir tout ça, de enlever des bâtiments qui n'étaient pas du tout compatibles avec l'identité de la ville, la sauvegarde des monuments, on a rasé deux maisons qui sont du 19e, qui étaient à la proximité du temple de Luxor. Et encore aujourd'hui, quand on a dégagé une grande partie de ces constructions qui étaient autour et au-dessus des monuments, la ville se dégage, on voit mieux les monuments, temple de Karnak, le site de Karnak avec cette belle esplanade qui a été créée devant, ça lui donne beaucoup plus de prestige, bien sûr. Donc, ça remet à la ville une certaine identité et un certain esprit qu'elle avait perdu avec le temps, malheureusement. Et ça, c'était vraiment un besoin. C'était vraiment un besoin, surtout les petites classes, etc. Souvent, on les découvrait avec des choses qui n'étaient pas du tout compatibles avec la civilisation égyptienne et l'art égyptien. Donc, aujourd'hui, on essaye de faire mieux, que ça soit avec le même style d'art, que ça soit avec les mêmes moyens d'art, et que ça soit compatible avec les couleurs, avec les reliefs, ainsi de suite. Vous avez évoqué un concept extraordinaire, celui sur lequel les grands architectes au niveau mondial travaillent, c'est l'esprit de la ville ou l'identité de la ville. Justement, cette question d'identité culturelle qui a été reprise, le président Fattah al-Sisi a maintes reprises observé que
la construction de l'être humain, investir dans l'être humain. Et quand on investit dans l'être humain, c'est une identité culturelle, c'est par rapport à cette dimension culturelle, cette identité. Et donc, ces vestiges font partie de cette identité. Quelle serait l'importance, justement, de ce grand travail qui vient de s'achever à 80% pour une première partie dans le développement du projet égyptien, de la construction de l'identité culturelle d'une nation qui va vers l'émancipation, vers le palmarès économique, peut-être le top 10. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et ça, il y a un travail qui se fait aussi là-dessus. Et vous savez, à mon avis, ça, c'est des choses. Quand les gens voient qu'on donne une importance à ce type de choses autour d'eux, ils commencent à prendre aussi conscience. Oui. C'est vrai que dans les 20 ans derniers, de quoi je vous parlais, on a rasé des maisons, on a repeint des maisons à Luxor avec une même couleur qui va avec l'environnement, etc. Aujourd'hui, ça fait partie de la conscience des habitants de Luxor eux-mêmes. Quand ils construisent un édifice ou ils veulent colorer un édifice ou autre, ils vont vous dire « Ah non, ça c'est pas compatible avec l'ensemble, vous voyez ». Il y a une prise de conscience qui se fait petit à petit quand on vit dans un environnement... Voilà cette notion de revisiter son histoire. Ah ben bien sûr, bien sûr. C'est ça. Oui, allez-y, oui, je vous entends. Bien sûr, oui. Allô? Oui, oui, je vous entends. Là, vous avez parlé de quelque chose de très important, c'est revisiter son histoire. C'est faire un travail sur soi. Ce Luxor aujourd'hui qui est dans cette étape de ce travail colossal, qui se transforme en un musée à ciel ouvert. Parlez-nous un petit peu de son importance au niveau des sites touristiques mondiaux. Comment il va devenir? Quel genre d'attraction il va présenter? C'est un musée extraordinaire, un musée avec tous ses éléments. En plus, un musée avec les œuvres dedans sont des grandes architectures. La ville elle-même, c'est un musée avec aussi bien que sa rive est que sa rive ouest. Il ne faut pas oublier que sur la rive ouest, il y a tous ces monuments fabuleux, donc que ce soit la vallée des Rois, la vallée des Reines, la vallée des Nobles. Je rappelle qu'encore, il y a une quinzaine d'années, et ça a été un conflit qui a duré des décennies avant, c'est de pouvoir déplacer les habitants qui avaient leurs maisons au-dessus des tombeaux et au milieu des vallées, pour la sauvegarde des tombeaux qu'il y avait en dessous, et puis à la finale, on a pu le faire. Et on a dégagé toute la rive ouest. Aujourd'hui, cette rive ouest de Luxor, la rive gauche, le soir, quand elle est éclairée avec des lumières magnifiques, les collines, il n'y a plus tous ces villages qui étaient n'importe comment, un peu partout. Vous avez parlé d'homogénéiser, donc de rendre compatible cet esprit aussi important avec l'esprit de la ville. Comment ça se passe? Les couleurs, d'abord. L'architecture des maisons, on ne fait pas des choses modernes, on ne fait pas des choses qui sont avec des vitres, avec des choses, sauf si c'est très compatible, si c'est très très bien étudié, effectivement, que ce soit dans l'ensemble. Mais en fait, les maisons elles-mêmes, il y a un côté qu'on a rajouté à ces maisons, on leur a mis des fenêtres en bois, un peu des boiseries, des choses qui étaient très compatibles et qui gardaient aussi bien son aspect étant musée à ciel ouvert et son aspect aussi une ville ancienne qui était des anciennes maisons qui sont du 19e et du début du 20e. Voilà, ça nous mène à une question... Il ne faut pas que l'un envahisse l'autre, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, ça nous mène à une question cruciale. Est-ce que urbanisme peut être compatible avec site historique? De toute façon, urbaniser en Luxor elle-même, je pense que ce n'est plus possible maintenant. Au contraire, on a enlevé des bâtiments, et parce qu'il ne faut pas oublier que le centre de Luxor, on a totalement rasé, parce qu'il y avait l'allée des Sphinx en dessous. Donc, on ne construit pas n'importe où maintenant à Luxor. C'est très délicat, c'est un grand site archéologique, et celui qui a la main haute dans ce site, c'est le service d'antiquité. On ne peut rien construire tant qu'on est à côté des monuments, et ça c'est quelque chose de très important. Imaginez-vous, on avait rasé il y a quelques années un hôtel entier, un hôtel de 5 étoiles, c'était le New Winter Palace. On l'a enlevé parce que il n'était pas compatible, il était entre le temple de Luxor et l'ancien Winter Palace, donc ça faisait très moche.
C'était une erreur faite dans les années 60, on a rasé totalement. On n'a jamais pensé de mettre quelque chose à la place, au contraire. C'est des jardins, c'est de dégager, au contraire, plutôt que de construire. Alors, si on parle on va construire à l'extérieur de la ville, tout en respectant tant qu'on peut. Ça encore, il y a beaucoup à faire. C'est quand même un équilibre assez difficile. Quand on parle de la gare, on a des gares au niveau mondial qui sont exceptionnelles. Par exemple, en Russie, ailleurs dans le monde, c'est des musées ouverts. Quelle serait donc, je veux dire, la particularité de la gare de Luxor? Qu'est-ce qu'on a prévu pour Luxor? La gare de Luxor, elle n'est pas très ancienne de toute façon, mais ce qui est déjà, elle est faite sur une architecture qui ressemble un peu au monument égyptien, donc avec des colonnes un peu en forme de lotus, de papyrus, vous voyez. Des reliefs pharaoniques. Avec une entrée qui ressemble un peu à des entrées de temples. Donc, en la mettant un peu en valeur, c'est très compatible. Et puis l'avenue de la gare elle-même, parce que dans l'axe de la gare, il y a le temple de Luxor au bout. Il y avait toute une rangée de maisons qu'on a enlevées il y a quelques années pour effectivement revenir à cette avenue de la gare large comme elle était, qu'elle soit dans l'axe et qu'elle soit de loin compatible avec ces monuments égyptiens anciens. Déjà, elle était faite sur cette architecture. Alors, Monsieur Antoine Bardet dit, il y a aussi cette fièvre de l'histoire égyptienne, comme je viens de le dire dans le préambule. RMC Découverte, c'est une chaîne qui consacre un temps chaque semaine pour les découvertes des trésors égyptiens enfuis. On parle tantôt de Cléopâtre, tantôt de Imhotep, tantôt d'autres. Ils sont travaillés par cette question de fouilles. Est-ce que chez nous, je veux dire, le ministère de la Culture, en particulier avec le ministère de l'Antiquité, peut-il faire un travail qui renforce cette identité en conséquence? Parler par exemple de documentaires où il est question de parler, de faire des narrations et de suivre l'action en arabe, par exemple, pour le public, pour la prise de conscience du citoyen. Ça manque beaucoup. Ça manque beaucoup si c'est pas un grand événement qui prend une mesure médiatique importante, comme l'inauguration du musée de la civilisation ou la parade dorée, ou des grandes découvertes comme celle qu'on a fait l'année dernière et avant à Saqqara. Je pense qu'il y a beaucoup d'efforts à faire. Et ça aussi, le rôle des médias, des télévisions, s'il faut mettre un peu le spot sur les découvertes. Sachez, avant-hier, j'étais à Saqqara, donc à côté du Sérapéum, et j'ai vu qu'il y a une mission qui est en train de fouiller à côté du Sérapéum. Il y a des fouilles qui se font, il y a des découvertes qui se font. Je pense qu'on ne met pas suffisamment la lumière. Voilà, ça peut être une matière exceptionnelle sur laquelle il faut vraiment se pencher du moment qu'on parle d'identité de la culture égyptienne. Et je joins mon avis au vôtre. Merci, Monsieur Antoine Bardet, dit notre expert en tourisme, d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Merci à vous d'avoir aussi, reste à suivre cette question exceptionnelle de cette mémoire visuelle. C'est tellement beau sur le plan que ce soit artistique, culturel et même littéraire. C'est un concept qu'il faut travailler, mais il faut travailler aussi sur l'esprit de la prise en conscience du citoyen égyptien de sa propre histoire. Voilà, le temps nous manque comme d'habitude. Merci à vous d'avoir été nombreux à nous suivre sur Nile TV International. Encore une fois, un grand hommage à la femme égyptienne dans sa fête aujourd'hui, le 16 mars. Et aussi, bonne fête pour la moitié du mois béni de Sha'ban. Dans 15 jours sera le mois béni de Ramadan. À toutes et à tous, je vous souhaite de passer une excellente journée. À toutes.